Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Le plaisir de vous retrouver dans la troisième partie de l'émission Les Grandes Gueules. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de continuer à réagir au sujet ici développé. Nous parlions à l'entame de l'Union africaine qui a ses 59 ans aujourd'hui. C'est en effet le 25 mai 1963 que les premiers dirigeants du continent ont mis en place l'institution qu'ils ont nommée Organisation de l'Unité africaine. Plus d'un demi-siècle d'existence, plusieurs réformes ont été menées, mais les défis restent encore énormes. Des défis notamment liés à l'indépendance économique et aux moyens pour assurer la sécurité des États. Une Union africaine, quel bilan et quels enjeux? Nous en parlons ce matin avec Mody Soribari, professeur d'histoire et ancien journaliste reporter. Après notre premier invité, nous recevrons un autre. Il est de ceux qui ont fait parler de ces 2 dernières années en Guinée, militant du RPG Arc-en-Ciel, mais opposé au 3e mandat. Il avait fini par adhérer à l'UFDG. Il est désormais maire de Matam à la place de Seydouba, son ancien co-accusé dans une affaire de violation présumée d'un contrat donc, de gestion des ordures à Madina. Nous aurons comme invité également Ismaël Condé, maire de Matam, pour parler de la situation de sa commune. Mais d'abord, nous partons avec le doyen Mody Soribari qui est bien installé. Bonjour doyen, bienvenue. Bonjour. Le micro s'il vous plaît. Bonjour. Bien. Allez-y Jacques pour la première question sur l'Union africaine. Alors aujourd'hui, on a 59 ans. Vous avez vu une partie, si vous voulez, des débuts de cette organisation, puisque vous me disiez hier, vous avez été reporter de Sékou Touré. Comment est-ce que vous avez observé l'évolution, n'est-ce pas, de cette organisation pour Africains que nous sommes? Merci de m'avoir invité pour parler de l'OUA, ou plutôt de l'Union africaine, comme le nom a changé. Qu'est-ce qu'on a observé? Il faut d'abord revoir un peu les conditions dans lesquelles l'OUA a été créée. Il faut savoir qu'au lendemain des indépendances, il y a eu beaucoup de démarches pour créer l'OUA et on sentait déjà l'influence des anciennes métropoles. Si vous voyez, les francophones ont une attitude presque la même et les anglophones avaient une attitude presque la même. Et eux, ils étaient plus engagés que les francophones parce que eux, avec le panafricanisme qui est né aux États-Unis, avec le retour des esclaves vers l'Afrique, au Libéria, en Sierra Leone, eux, ils étaient très engagés dans le panafricanisme. Et Kwame Nkrumah, qui a fait des études aux États-Unis et qui est venu participer au secrétariat du 5e congrès du panafricanisme à Manchester, à Londres, était donc très porté vers le panafricanisme. Et quand il est rentré au Ghana, il a voulu faire du Ghana le point de départ de l'Union africaine dans la version panafricaine. Sékou Touré et lui se sont rencontrés en 1957 quand il est venu à Kankan, parce qu'il était venu avant à Kankan, il a rencontré le cheikh Fanta Madi, et quand il a été, le cheikh Fanta Madi lui avait prédit qu'il aurait eu du succès dans sa lutte et qu'il serait président de son pays. Donc, il a décidé de venir se recueillir sur la tombe de cet illustre homme de Dieu. Et c'est à cette occasion qu'il a rencontré Sékou Touré et ils ont partagé de points de vue. Ce qui fait que quand l'indépendance est arrivée, il a été le premier à soutenir Sékou Touré, à soutenir la Guinée. Étant d'un pays anglophone. Étant d'un pays anglophone. Et ça a un peu aidé d'ailleurs parce que les Anglais étaient un peu mitigés et les Français croyaient, De Gaulle croyait que les Anglais vont aider la Guinée à cause de Nkrumah. Donc, il y a eu le groupe de Casablanca après, les progressistes, surtout la plupart c'était des francophones, les arabes et quelques francophones. Mais le groupe de Monrovia était plus nombreux et c'est l'empereur d'Éthiopie qui a pesé d'un poids pour rapprocher les deux tendances. Il a essayé de rapprocher les deux tendances. Il y a eu en 62 une réunion à Lagos.
c'est au cours de cette réunion qu'il leur a demandé, mettons en place un comité de sages qui vont réfléchir pour nous aider à aller vers le rapprochement des tendances du groupe de Casablanca et du groupe de Monrovia. En fin d'année 62, il y a eu l'Assemblée générale des Nations Unies. Tous les hommes d'État presque étaient là, les affaires étrangères, les ministres des Affaires étrangères, certains présidents, dont Sékou Touré. Ils ont une réunion là-bas qui a été très décisive pour décider quand même d'aller vers une rencontre. C'est à ce moment que Sékou Touré est parti à Addis Abeba voir l'empereur. Parce qu'au départ, l'empereur disait que Sékou Touré, c'est un révolutionnaire, il n'a pas voulu aller le saluer, il ne lui a pas rendu l'hommage qui était dû au rang de l'empereur. Donc Sékou Touré est venu le voir, ils ont parlé, ils sont tombés d'accord. Et à l'époque, Sékou Touré avait la chance, il avait des cadres, des diplomates aguerris et qui ont sillonné l'Afrique. Il y avait Diallo Telli, il y avait Diallo Abdoulaye Ghana, qui était ministre résident, ambassadeur ministre résident au Ghana, parce qu'avec l'Union Guinée-Ghana-Mali, les ambassadeurs dans ces pays étaient élevés au rang de ministre résident et ils participaient au Conseil des ministres. Donc, il y avait Abdoulaye Ghana, qu'on a appelé Abdoulaye Ghana, et il y avait Seydou Diallo, homme malien, qui était syndicaliste, ami de Sékou Touré, et qu'il avait nommé ambassadeur à Addis Abeba. Ce sont ces trois qui ont sillonné toute l'Afrique centrale et occidentale pour aller porter les messages des deux hommes d'État, à l'empereur Haïlé Sélassié et Ahmed Sékou Touré, et porter leurs lettres pour proposer la rencontre d'Addis Abeba. Et l'OUA porte encore les marques de sa création. La réunion des ministres n'a pas pu aboutir à un document parce que les deux tendances étaient très fortes. Finalement, quand ils sont venus, ils ont dit, bon, on va passer la patate chaude au président. Quand ils ont passé la patate chaude au président, Haïlé Sélassié a pris la parole et dit, écoutez, ce serait honteux pour nous, chefs d'État africains, qu'on se réunisse ici et qu'on se sépare sans signer une charte, sans proclamer que nous sommes convenus de créer une organisation. Et c'était très difficile parce qu'il y avait toujours les deux tendances. La tendance francophone et la tendance anglophone. Qu'on l'appelle ainsi ou pas, c'était en réalité ça, parce que la tendance Nkrumah... L'opposition était due à quoi? C'était une question de langue, de leadership, ou une question de conception même, la conception même de ce qu'on voulait de ce qu'on voulait. Nkrumah et beaucoup d'anglophones comme lui voulaient la mise en place d'un gouvernement continental africain avec son armée, avec le fédéralisme, toute l'administration. Et les francophones ne voulaient pas de ça. Chacun voulait sa souveraineté, chacun voulait gérer. Et certains présidents disaient non, écoutez, on va aller pas à pas, on va faire d'abord l'union politique, après on fera l'union économique, ou bien on va faire l'union économique, on va faire... Bref. Après l'union des États. Donc, ça, finalement, le consensus est arrivé au point que chaque fois que c'est tendu comme ça, on demande à Sékou Touré, qui est ami à tout le monde, d'aller convaincre son ami Nkrumah de lâcher un peu du lest pour qu'on mette en place une organisation qui, en évoluant, pourrait éventuellement aller vers un gouvernement continental ou vers autre chose. Donc, c'est ça qui pèse encore sur l'OUA. Si au départ on avait décidé où aller et comment y aller, peut-être qu'on n'en serait pas là où on est. Alors, et comment la décision finalement, ils se sont entendus, finalement ils ont mis en place l'OUA. Comment est-on arrivé à ce que Diallo Telli prenne la tête de l'organisation? Il y a eu d'abord la création, d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a eu des discussions d'abord, les commissions n'ont pas bien fonctionné. Donc, la commission qui devait faire la charte n'a pas bien fonctionné. À ce moment, Sékou Touré a demandé à Diallo Telli de prendre une commission, parce que c'est les ministres qui présidaient les commissions. Diallo Telli n'était pas ministre, il était ambassadeur.
Donc, il a présidé cette commission. Ils ont mis en place une structure créant une charte créant l'organisation de l'unité africaine. Donc, et comme je vous l'ai dit, il a tourné presque en Afrique centrale et en Afrique occidentale, parce que d'Addis Abeba, il est parti au Soudan. Du Soudan, il est parti à Brazzaville. De Brazzaville, il est parti à Lusaka. Après, il est parti à Chenyerere. Donc, il avait été partout et il était très connu. Donc, c'était aussi... Et c'est les États qui proposaient. Donc, la Guinée a proposé Yadoteli comme président. Comme secrétaire général. Secrétaire général de l'OUA. Bien. On va peut-être parler à présent de ce qu'on a comme schéma. À vous écouter, ça a peut-être été une erreur. On aurait dû faire les choses autrement. Peut-être qu'on ne se retrouverait pas dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais avec une Union africaine qui ne répond pas forcément aux besoins, quelle alternative, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour en même temps corriger les erreurs, mais avoir une Union africaine représentative et surtout qui fasse honneur à tout le continent. Bien avant cette question, c'est la transition de l'OUA à l'UA. Qu'est-ce qui a motivé cela? Parce que c'est en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, je crois, qu'ils ont entériné la décision de partir de l'OUA à l'UA. C'est vrai que les objectifs n'étaient plus les mêmes. On ne parlait plus de colonisation. Mais qu'est-ce qui a sous-tendu cette démarche-là? Bon, je suppose que l'OUA a traversé des crises. Lui a traversé des crises très profondes avec l'affaire du Sahara occidental, avec l'affaire du Tchad, avec... le Sahara et le retrait du Maroc. Le retrait du Maroc. La République sahraoui. En fait, le retrait du Maroc est intervenu après la mort de Sékou Touré. Sinon, Sékou Touré avait obtenu du roi du Maroc qu'il accepte le principe du référendum au Sahara occidental. C'est pour ça, et je crois que ça doit être la seule fois que le roi Hassan II s'est déplacé pour aller en sommet, c'était au sommet de Nairobi. Au sommet de Nairobi, j'étais là. Quand on a dit que le roi vient, toute la ville a bougé parce que vous savez le protocole quand les rois bougent. Le roi est venu dans la salle. Quand il a pris la parole, il a dit qu'il accepte le principe du référendum d'autodétermination. On a vu les Algériens bouger, le Sahraoui, tout le monde. Ils n'étaient plus d'accord. Parce que eux, l'objectif, ils étaient sûrs que le roi n'aurait pas accepté. Donc la crise s'est enfoncée davantage. Donc on n'a pas pu faire le référendum. Et pourtant, chacun d'eux, dans son coin, il s'observe en chien de faïence. Et le Tchad, c'est la même chose. Je rappelle une anecdote. Il y a eu une réunion du comité de mise en œuvre sur le Tchad, à Nairobi également. Quand on est venu, c'était quelques présidents qui étaient membres du comité de la Guinée. Goukouni Ouédé a été très incorrect, entre guillemets, contre Sékou Touré. Il a dit, mais quand il est rentré dans la salle, il a trouvé Sékou Touré en train de parler. Il dit, mais à quel titre il parle du Tchad? À quel titre il parle du Tchad? C'était Arap Moi, le président kenyan. Il a dit, mais Sékou Touré répondait. Sékou Touré dit, non, je ne réponds pas. C'est toi qui réponds, c'est toi qui es le président en exercice, c'est toi qui m'as invité à la réunion. Je suis venu comme je suis membre du comité. Mais demande-lui à quel titre il est là. Parce que le GUNT, c'est nous, OUA, qui l'avons fabriqué. On lui a donné un délai de 18 mois. Les 18 mois sont finis, il n'est plus rien. Il ne représente plus rien, il n'a pas le droit d'être dans cette salle. D'accord. Doyen, 59 ans plus tard, vous avez vécu cette époque. Aujourd'hui, comment appréciez-vous le bilan de cette organisation qui est devenue UA finalement? Est-ce que pour vous, les missions de départ ont été respectées sur toute la ligne? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de ce qui est devenu l'UA à nos jours? À mon avis, il faut scinder la mission initiale de l'UA. La mission initiale de l'UA, c'était libérer le continent et promouvoir l'unité des pays africains. Est-ce que cela a été respecté? La libération du continent, même si ce n'est pas une libération totale, mais l'OUA s'est beaucoup investi pour conduire ces pays à l'indépendance, surtout les pays qui étaient sous colonisation portugaise. Pays lusophones, oui. Lusophones, et c'était vraiment
C'était vraiment le combat le plus difficile avec l'apartheid, avec la Rhodésie. C'était les combats les plus difficiles. Et ces combats, quand même, on peut dire, ils ont obtenu, le résultat est là. Même si parfois on peut douter de certaines indépendances, et ça c'est pas seulement dans ces dernières indépendances, toutes les indépendances, la plupart des indépendances africaines. Le problème de l'OUA ou de l'Union africaine aujourd'hui, ce n'est pas le problème de l'Union africaine, c'est le problème des pays africains. C'est le problème des pays africains. Quand vous prenez un pays qui souscrit à la charte de l'Union africaine, qui souscrit au règlement intérieur de l'Union africaine, mais qui dans son propre pays n'applique pas sa propre constitution, sa propre loi, ou la transgresse, ou la modifie, à ce moment, plus haut, on se demande comment aller plus loin. Vous voulez dire qu'il y a moins de rigueur, même à ce niveau, par rapport au pays. Oui. Les gens décident, les gens n'obéissent pas en fait au texte fondateur de l'organisation et même dans leur propre pays, ils violent et il n'y a pas de sanctions derrière. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de moyen de coercition et puis chacun fait ce qu'il veut. Donc est-ce que de ce fait, vous ne pensez pas que c'est l'institution aujourd'hui qui a échoué? Parce que parmi ses objectifs, on dit promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité du continent, ensuite le respect des institutions démocratiques, la bonne gouvernance. Aujourd'hui, on assiste au coup d'État, malheureusement, que ce soit constitutionnel, mais aussi par les armes. On assiste à une instabilité au Mali, tout récemment le G5 qui vole en éclats, et l'Union est là. Est-ce que vous ne pensez pas, la famine, la guerre et tout ça, vous ne pensez pas que tout cela, aujourd'hui, explique son échec par rapport à ses missions? Oui. C'est-à-dire, moi, je pense que le plus grand échec, entre guillemets, de l'Union africaine, c'est de n'avoir pas réussi à résister à ce que les fondateurs de l'Union africaine, qui étaient progressistes, appelaient le néocolonialisme. Nous sommes encore sous l'influence des grandes puissances. Elles décident pour nous les choses les plus élémentaires. Les choses les plus basiques. Donc, prenez un Kadhafi qui voyait loin, qui voulait vraiment aller loin. C'est volontairement qu'on l'a liquidé. Parce qu'il voulait... Lui d'ailleurs, c'était à son initiative. À son initiative. Oui. En fait, c'est lui qui a voulu récupérer le gouvernement continental de Nkrumah, c'est-à-dire le panafricanisme. À la Nkrumah, c'était Kadhafi. Lui. C'est Kadhafi qui a voulu le récupérer et qui a voulu aller très loin. Mais on s'est assis là, on l'a abattu. Ça continue. En résumé, les pères fondateurs ont commencé, les fils continuateurs ont été incapables de poursuivre. À votre avis, pour clore, doyen, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette organisation puisse se remettre sur de bons pieds, s'il faut le dire ainsi? Moi, je pense que j'y réfléchis beaucoup parce que moi, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de sommets avec le président Sékou. J'ai eu la chance de participer à de nombreuses rencontres internationales sur la question. Ces dernières années, je vois des jeunes ici et ailleurs en Afrique faire des rencontres qui n'ont pas encore pris un tonus sous le label du panafricanisme. Je pense que ça peut le réveil du panafricanisme peut aider à remettre sur les rails la marche vers l'unité africaine. Mais nous en avons besoin, comme le disait Nkrumah, tant qu'on n'a pas un grand marché économique, on ne peut pas faire un développement économique. C'est le marché économique. C'est clair. Et peut-être cette question pour terminer, on n'a pas beaucoup de temps. Vous dites avoir participé avec beaucoup de rencontres. C'est notre technicien qui veut poser la question. Avec Sékou Touré, c'était comment la liberté de la presse, le travail sous le régime Sékou? Vous étiez à ses côtés. Quel témoignage vous pouvez apporter? Bon, vous savez, moi j'ai travaillé avec... j'ai commencé le journalisme en 1975 quand je suis sorti de Pouli. Jusqu'en 1986.
J'étais rédacteur en chef de La Voix de la Révolution avant d'être directeur du journal Montréal pour 3 ans. C'est de là que je suis parti. J'ai rejoint l'éducation comme j'étais formé pour enseigner. Quand nous allions en voyage avec Sékou Touré, il disait toujours à son protocole, est-ce que les journalistes sont logés? Il dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est le personnel d'intendance. C'est eux qui me préoccupent. Les ministres, ce n'est pas mon affaire. Et nous, à la Voix de la Révolution, il est rare qu'on sanctionne les gens parce que les gens avaient un peu le réflexe militant. Je ne dirais pas qu'il y avait une autocensure, mais il y avait une certaine maturité qui permettait aux gens de savoir qu'il y a des sujets tabous qu'il ne faut pas aborder. Chacun était déterminé à suivre la voie du maître. C'est ça. Et peut-être, c'est difficile de le laisser partir. Moi, la façon dont vous avez parlé de Sékou Touré, de Diallo Telli, ils travaillaient ensemble, ils l'envoyaient en mission et tout. Comment ça s'est dégradé au point que Telli se retrouve au Camboiro et qu'il y perde la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer. Beaucoup d'hommes d'État avaient conseillé à Telli de ne pas rentrer. Parce qu'il est arrivé un moment où les adversités étaient très fortes. Quand vous écoutez certains... Entre les deux? Pas entre les deux, entre les Guinéens, d'une façon générale. Donc, c'est très difficile à expliquer. Mais, moi, j'en parle en 2 ou 3 phrases dans le livre que j'ai publié sur les pas du président Sékou Touré. J'ai dit que c'est dommage que peut-être que la révolution guinéenne s'est inspirée des autres révolutions antérieures, les révolutions qui aiment se nourrir du sang de ses fils les plus valeureux. J'ai dit, mais il y a des fils valeureux qui sont retrouvés de l'autre côté sans qu'on connaisse les raisons. Sans qu'on connaisse les raisons. C'est ça. Bien, Doyen Modissori Bari, merci d'être passé dans l'émission Les Grandes Gueules. On aurait aimé passer plus de temps avec vous. Je vous remercie. Bien, l'émission continue dans un instant. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Mais aussi sur Espace TV, le temps de recevoir notre deuxième invité, le maire de Matam, Ismaël Condé. On a écouté le doyen Daouda, le doyen Modissori Bari, très enrichissant. Peut-être qu'on va partir d'abord avec Jacques Léo Aleno, le temps que l'invité s'installe. Oui, nous l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt, nous apprenant des choses sur l'histoire de cette organisation. Évidemment, aujourd'hui, le thème qui est retenu, c'est la sécurité alimentaire pour la célébration de ces 59 ans. On voit que c'est une préoccupation encore dans beaucoup d'États. Nous n'avons pas notre indépendance alimentaire. On continue à se nourrir à travers le Vietnam et puis la Chine qui ont été aussi des colonies autrefois. Ça doit interpeller en tout cas nos dirigeants pour dire, écoutez, il y en a qui ont été colonisés, qui ont connu les mêmes problèmes que nous, mais qui ont pris conscience et qui ont fait face à leurs problèmes aujourd'hui. Ils sont sur la bonne voie. Et aujourd'hui, quand j'entendais très récemment 2 dirigeants africains tenir des discours qui étaient tenus autrefois, moi j'étais très peiné. Le président nigérien qui demande de l'aide à l'Allemagne pour la sécurité de son pays, et puis le président sénégalais qui va réclamer une place dans le G20 pour toute l'Afrique. Je crois que ça c'est honteux tout ça. Il faut que nos dirigeants ils grandissent un peu dans leur esprit. Aujourd'hui, et c'est ce qu'il essayait de dire.
il y a des initiatives aujourd'hui au niveau des jeunes qui essayent de parler davantage du panafricanisme. Il faut que nos aînés et ceux qui sont à des postes de responsabilité puissent comprendre que on doit évoluer. On doit évoluer. Voilà. Bien, notre invité avec nous dans ce studio, Ismaël Condé. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Très bien. Allez-y, Antoine, pour la première question. Oui, monsieur le maire, bienvenue dans notre émission. Depuis la sortie de prison, je pense que c'est la première que vous soyez dans ce studio. Avant qu'on aborde la question de la mairie, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu la chute d'Alpha Condé et vous avez fait la prison et tout cela. Dites-nous un peu, en peu de mots, en ramasser, comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Vous qui avez à un moment donné prévenu de ne pas se risquer dans un troisième mandat. Mais écoutez, je dirais que j'étais du gâchis, franchement, avec tout l'espoir que le professeur Alpha Condé a suscité depuis notre tendre enfance. Parce que Alpha Condé, c'était un sommet, c'était le mont Kakulima, un sommet qu'on ne pouvait jamais atteindre. Quand nos parents parlaient de lui, il y a les yeux qui brillaient. Quand il passait au TV5, c'était de l'attroupement, voilà, c'était notre demi-dieu en quelque sorte. Et il nous a poussés vers la voie que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, la politique. Parce que les parents disaient que si tu veux être Alpha Condé, il faut aller à l'école. Si tu veux être Alpha Condé, il faut prendre du sérieux. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Si tu veux être Alpha Condé, c'était notre mission à l'époque. À l'époque, le football n'était pas aussi comme ça, c'était les études. Donc, le voir partir comme ça, moi je dirais que ça pouvait être évité si les uns et les autres avaient pris la mesure de l'ampleur à l'époque. Parce que tout le monde le savait. Tout le monde le savait qu'on allait droit vers le mur. Ça se disait dans le comité restreint. Écoutez, parlons au président. Non, essayons, si ça ne marche pas, on recule. À un moment donné, on ne pouvait plus reculer. Et les gens ont manqué du courage de dire la vérité au professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, tout le monde est en train de payer le prix de ça. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a une refondation du pays qui est là. Comme on dit, quelque chose de malheur est bon. Ça nous a permis de revivre aujourd'hui l'ère des CNRD. Avec les... Mais quand vous dites que les gens ont manqué de courage de dire la vérité au président, vous causez du tort à beaucoup de Guinéens. Mais je parle de notre camp. Il parle de son camp. Je parle du RPG à l'époque. Après, même dans votre camp, il y a vous, il y a Salim Cissé, par exemple. Mais pour Saloum, mettez entre guillemets, Saloum, c'est pas très évident. C'est l'un des rares l'ensemble. Il y en a qui sont partis. Il y a par exemple Yero Baldé qui a vu la tendance, il est parti. C'est Alors ça c'était vous sortez de prison et vous devenez maire de Matam. On dit souvent de la prison on devient héros, et pour votre cas on va se dire que apparemment ceux qui disent que pour être chef il faut faire la prison, c'est une réalité. Vous êtes aujourd'hui maire de la commune de Matam. Parlez-nous un peu de cette succession de 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous vivez cette nouvelle posture, ce nouveau manteau de maire? Est-ce qu'il est lourd? Mais écoutez, moi je n'étais pas là quand ces problèmes-là ont commencé, quand l'inspection générale de l'État a mis pied à la commune de Matam. Donc il y a un rapport qui a été fait. Il y a des choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Je pense qu'il y a plus d'1,4 milliard de nos francs qui ont été recouvrés par les services d'impôts qui n'ont jamais été reversés dans les caisses de l'État. Ce sont des manquements que l'inspecteur général de l'État qui a été envoyé dans notre collectivité a souligné. Et je pense que ces choses ont attiré l'attention des nouvelles autorités dans le cadre de leur processus de refondation de l'État qui a été envoyé à la CRIEF. Donc moi je me suis retrouvé comme ça, parce qu'à l'époque j'étais à Paris quand l'affaire là s'est commencée, parce que moi j'ai sorti de prison, je suis allé pour mes traitements. C'est de là-bas que j'ai compris que la mairie de Matam fait partie des collectivités qui ont été citées par les affaires de dégel et de l'inspection. Donc le décret est tombé le 14 février, un jour de Saint-Valentin, j'étais au restaurant, je dînais tranquillement avec ma femme. Donc j'avais pas la télé et c'est le téléphone qui crépillaient partout. Tu es devenu maire de Matam. Je dis mais comment je peux être devenu maire de Matam? Il dit non, le maire a été révoqué selon la loi. L'article 144 du Code des collectivités, en cas de révocation du maire, c'est son premier argent qui monte. D'accord. Alors vous vous retrouvez à la tête donc de la mairie de Matam, et dans quelle situation vous avez trouvé les choses? Décrivez-nous un peu comment l'état des lieux. À vrai dire, ça faisait 2 ans que j'étais mis hors service dans cette collectivité, depuis que le temps que j'ai commencé à dire les choses contre le RPG. Vous vous souvenez sans doute du barricade des portes de mon bureau,
Après ça, tous les événements qui se sont enchaînés, je ne recevais plus les courriers, je n'étais plus informé de tout ce qui s'est passé à la mairie, et puis la prison, la sortie de prison. Donc ça faisait 2 ans, je n'étais pas connecté de ce qui s'est passé à la mairie. C'est comme si je venais d'être élu maire de cette commune, alors que j'étais le premier adjoint. Donc quand j'ai pris cette commune, franchement, c'était quelque chose d'incroyable, parce que même le basique, on n'avait pas de bureau, par exemple, pour ne pas recevoir les gens. Donc la première des choses, c'était quoi? On ne pouvait pas recevoir les gens chez nous. Donc il fallait remettre l'administration en marche, parce que voilà, faire en sorte que la réunion de l'exécutif puisse reprendre rapidement, parce que quand tu es maire, tu ne décides pas, tu es là pour faire ce que le conseil communal te dit. Et pour faire ce que le conseil communal te dit, il faut que ça se discute avec tes adjoints. Et nous, on a fait 2 ans, on ne faisait pas cette réunion de l'exécutif. Ça veut dire que la mairie ne fonctionnait pas. Les cadres techniques, il n'y avait pas de réunion au niveau des cadres techniques. Les cadres techniques ne se retrouvaient pas. Donc moi, quand je suis venu, j'ai dit écoutez... Pendant ce temps, les recouvrements qui se faisaient dans... C'est pourquoi l'argent était recouvré et l'argent n'était pas reversé. Parce que l'administration ne marchait pas, chacun travaillait pour lui. Jusqu'à date aujourd'hui, les impôts doivent à la commune de Matam 1,7 milliard de francs guinéens pour des impôts qui ont été recouvrés, qui n'ont pas été reversés. Il faut rappeler que l'ancien maire est de l'Union des forces républicaines, un parti politique qui a été très opposé à Alpha Condé et qui dénonçait la mauvaise gouvernance. Je sais que vous avez appartenu d'abord à la majorité présidentielle avant d'aller à l'UFDG. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites ils avaient tort de nous attaquer quand nous étions au pouvoir, même si vous les avez rejoints après? Non, mais moi, je n'envoyais pas le débat sur ce plan, parce que ce n'était pas l'UFR qui était... qui gérait les collectivités à Conakry. Je parle de la mairie de Matam. On est bien dans Matam là. Mais quand on prend la mairie de Dixine, il y avait un maire de l'UFDG à Ratouma. Donc, sauf qu'on n'a pas entendu ce type de problème. Non, mais le problème d'un milliard. Le problème, c'est quoi? Oui, le problème, parce qu'il y avait un manque de fonctionnement de l'administration. L'État central n'avait rien à voir dans ça. Quand l'administration ne fonctionne pas... Je parle bien d'un maire élu sous la bannière de l'UFR. Je parle de l'administration locale. Que ce soit élu de l'UFR ou pas, l'UFR peut désigner quelqu'un. Mais la compétence de cette personne n'incombe plus à l'UFR. C'est pas l'UFR. Oui, mais ce n'est plus l'UFR. Non, ce n'est plus l'UFR qui gérait la mairie. On l'a choisi. Moi, c'est faire un faux procès à l'UFR dans la gestion de ces domaines. Non, alors pas du tout. Dans une mairie, quand vous êtes élu sur la bannière de votre parti politique, vous représentez votre parti. Non, c'est pas le parti qui gère, c'est la personne qui est élue qui gère. Ce n'est plus un gouvernement. Attention. Parce qu'on dit ici, dès qu'on te met ici, tu ne représentes plus ton parti. Ce n'est plus comme. On sait que c'est un maire élu de l'UFDG qui dirige. Vous êtes à. Il engage le parti. C'est vrai que vous n'avez pas été élu sous la bannière de l'UFDG, mais on dira que c'est quelqu'un de l'UFDG qui gère. S'il y a détournement, on pourrait un jour prendre exemple sur vous en tant que cadre. Non, mais c'est un raccourci facile. Moi, je dirais que c'est un raccourci facile. C'est vraiment un raccourci facile, quoi. Voilà, parce que la responsabilité d'avoir un individuel. C'est pas parce qu'un maire issu d'une formation a fauté que c'est la formation politique qui dirait ça qui a fauté. Non, mais c'est la formation politique qui présente. Donc, s'il nous met des hommes pas compétents et pas crédibles, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des cadres du RPG qui sont en prison. Je suis d'accord. C'est des cadres du RPG. Ils ont rejoint le président Alpha Condé qui a été élu sous la bannière du RPG. Oui, les ministres sont en prison, mais les secrétaires généraux sont libres, les DAF sont libres. Voilà. À un moment donné, les responsabilités individuelles. Alors, sinon, c'est tout le cabinet qui Ismaël Condé. On dit que chacun est ambassadeur de sa Matam. Alors, parce que là, on va pas se. On va rester à Matam. Moi, je voulais avant qu'on ne vienne au sujet et brosser cette actualité, parce qu'il a de l'UFDG et aujourd'hui Non, avant l'UFDG. On va parler de ça. Restons à Matam d'abord. Votre commune, elle est stratégique. Parce que c'est là-bas se trouvent les plus grands marchés. De la capitale, Madina, marché Mbadia et tout ça. Et comment expliquer aujourd'hui que par rapport au plan de développement local que vous avez, vous n'arrivez pas à atteindre parfois vos objectifs? C'est simple, Djiba, c'est simple. Et quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé combien dans les caisses? Écoutez, quand nous sommes arrivés en 2018, on avait 51 000 francs dans la caisse de la commune. 51 000 francs. Donc, parce qu'il y avait une délégation spéciale qui gérait. Donc, ça c'est en 2018, parce que voilà, on avait 51 000 francs. Il fallait, et on était en arrêt de paiement de nos fonctionnaires de plus de 12 mois. Donc, plus de 12 mois, les fonctionnaires communes n'étaient pas payés. Donc, on a hérité une situation
on était endetté dès notre prise de fonction. Et à l'époque, les principales recherches que les collectivités pouvaient compter pour amorcer leur PDL, le programme de développement local, et leur PAI, leur programme annuel d'investissement, ces ressources-là n'étaient pas disponibles. Vous savez que la plus grande contribution dans les ressources de la collectivité, c'est la contribution foncière unique. Ailleurs, en France, c'est la taxe d'habitation, c'est le revenu foncier local. Et nous, l'État guinéen, le fisc guinéen a regroupé tout ça là dans un même paquet qu'ils appellent la contribution foncière unique. C'est l'une des plus grosses contributions dans nos collectivités. Et ça fait plus de... Quand on est venu, cette assiette-là a été envoyée à la présidence. Parce qu'ils ont réussi à convaincre l'ancien président que avec cet impôt, ils pouvaient payer les fonctionnaires, ils pouvaient payer tout, et l'argent encore allait rester pour amorcer autre secteur de développement. C'était une présidente de la délégation. Ce qu'on lui a pas dit que c'était un impôt local où les collectivités ont une part à 65%. Au moment où ils se rendaient compte, le comité qui était chargé de gérer cet impôt était mis en place, qui était dirigé à l'époque par Tchéboro et certains cadres de la présidence. Donc, c'était un imbroglio et l'impôt n'a pas pu être liquidé pendant 4 ans. C'est maintenant, avec l'avènement de CNRD, que nous avons reçu les fiscalités de l'immobilisation foncière. Et cette année, nous avons une prévision, rien que pour cet impôt, de 35 milliards. Il faut qu'on nous amène 35 milliards sur cet impôt et nous avons 50% de notre part et l'État à 50%. Avec 15 milliards, nous pouvons quand même faire quelque chose. Si l'impôt là peut mobiliser. Et nous, depuis que nous sommes installés, nous n'avons jamais pu faire une recette de plus de 2 milliards depuis 2019. On n'a pu jamais faire. En 2000. Les marchés, les entreprises qui se trouvent dans les communes, comment ça marche? Parce qu'en Guinée, contrairement aux dispositions de la code de collectivité locale, toutes les 10 blocs de compétences qui sont accordés aux collectivités, nous ne les gérons pas pour le moment. Le code de collectivité dit que les installations marchandes qui sont dans notre commune, c'est nous qui les gérons. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une disposition de la loi de 2016, de 96 qui fait des 5 grands marchés de la ville de Conakry, des marchés d'intérêt de ville gérés par le gouvernorat de Conakry. Wow. Le marché Niger fait partie de ça. Les 3 marchés de Madina font partie de ça. Le marché de Taouya fait partie de ça. On ne vous reverse rien. Non, pour Madina. Madina, c'est le gouvernorat qui verse, mais c'est madame la gouverneure tout récemment qui a décidé que, je sais qu'à Matin, on a 5 marchés. Les 3 plus gros contributeurs sont aujourd'hui au niveau du gouvernorat. Il a dit, je vais essayer de vous verser. Et depuis 2 à 3 mois, on nous reverse. Mais l'argent qui est reversé se trouve dans le compte et avec le gel de compte. Donc ça fait que l'argent est toujours épargné quelque part. La dernière, le dernier mois, là, les 2 derniers mois, ils nous ont reversé 69 millions pour les 3 marchés. 69 millions. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de débat autour de cette loi pour qu'on puisse vous permettre d'avoir ces fonds en fonction, selon ce que dit la loi? Est-ce que vous faites cette proposition? Écoutez, l'actuel ministre de l'administration des territoires et la décentralisation, le ministre Morikonde, qui est un fruit de la décentralisation parce qu'il a fait carrière dans le développement local, a pris ce problème à bras de corps. Il nous a rencontrés. Il a dit, je sais que vous ne disposez pas, vous ne jouissez pas de vos compétences. C'est pourquoi je vais créer une direction exclusivement chargée au transfert des compétences vers l'État au niveau des collectivités. Et cette direction a été meublée, elle va commencer à fonctionner réellement. Il nous a promis que peut-être ça ne va pas être une direction de transfert de compétences. De compétences exclusivement. Oui, il a dit. Donc, ça va servir à quoi? Je comprends pas. Ça va servir à faire en sorte que la loi a promis aux collectivités puissent revenir aux collectivités. Les compétences qui ont été enlevées aux mairies, qu'on puisse les ramener. Oui, qu'on puisse les ramener, mais c'est une décision politique, ça, attention. C'est une décision politique. Il faut une décision politique pour nous ramener nos compétences. Et le ministre s'engage en tant que le tutelle des communes, qu'il s'engage à ce que les il y a une question simple, par exemple, sur la question sur la gestion des ordures. On savait qu'à un moment donné, on avait ramené ça vers le gouvernorat avant qu'on arrive finalement à la création de cette agence. Pour la commune de Matam,
Comment ça se fait? Comment ça s'organise la gestion des ordures? Mais avant cette question, peut-être les ressources. Quelles sont les ressources dont vous disposez parce qu'en parlant de gestion des ordures, il faut avoir des ressources. Oui, sur quoi vous vous basez? Parce Quelles sont les ressources de revenus pour vous permettre de travailler au niveau de la mairie? Parce que vous dites que jusque-là, vous n'avez pas pu mobiliser au-delà de 2 milliards. On n'a pas pu mobiliser au-delà de 2 milliards. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui mobilisons l'argent. C'est l'État qui mobilise. C'est l'État qui mobilise l'argent et qui nous rétrocède. Et malheureusement, quand nous prenons les principales ressources fiscales, qui sont la TPU, la taxe professionnelle unique, qui sont la patente, qui sont les impôts de la fiscalité professionnelle, si c'est nous qui les mobilisons, ça peut faire gros. Mais comme l'État n'a pas donné assez de compétences au niveau de la fiscalité locale pour que les élus locaux eux-mêmes puissent lever leurs propres impôts, en Guinée, il n'y a que l'État qui lève l'impôt. Mais quelles sont vos ressources à vous au niveau de la mairie? Nos ressources, c'est ça, mais c'est les ressources que l'État lève et qui nous rétrocède. Et si l'État ne nous rétrocède pas, on ne se retrouve pas de ressources. Cette année, par exemple, nous avons voté un budget de 33 milliards. Voilà, c'est ce que je voulais. Sur les 33 milliards, au niveau de la CFU, nous avons tablé sur un budget de 10 milliards. Au niveau de la redevance domaniale du cadastre, c'est-à-dire quand vous occupez une partie du domaine public, il faut que vous payez à la mairie. Nous avons tablé une recette de 1,5 milliard. Au niveau de la taxe, au niveau de l'état civil, quand vous allez dans les mairies, vous prenez un acte de naissance, vous payez de l'argent. Vous voulez vous marier, vous payez la taxe c'est des taxes qui nous reviennent. Nous avons tablé 500 millions pour ces taxes. Nous avons tablé pour la subvention de l'État. Il faut que l'État nous subventionne. Pour la subvention de l'État, on dit qu'il faut que cette année l'État puisse nous subventionner de 8 milliards. Mais donc, les grosses postes de dépenses, c'est la partie que l'État doit nous envoyer. Par exemple, au niveau de l'état civil, les 500 millions, ils vont, au minimum 300 millions vont venir pour la redevance domaniale du CADAC. C'est nous qui levons ça. Sur les 1,5 milliard, au moins 800 millions qui doivent venir. Mais c'est au niveau de la fiscalité des impôts qu'on a du mal. Mais est-ce qu'au niveau des impôts dont vous parlez, si vous permettez, sur la même question. Oui, je suis effectivement là-bas. Sur cette question d'impôts dont vous parlez, est-ce que ça rentre dans le cadre du code des collectivités également? Parce que bien sûr que la loi est claire. La loi qui dit que c'est à nous de lever cet impôt. L'État nous donne cette compétence de recenser, de recouvrer et de liquider. D'accord. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est au mois de juin. Parce qu'il faut que le principe de l'annualité budgétaire soit respecté. Moi, j'ai voté mon budget pour le 2022. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas commencé à recevoir mes ristournes de n'importe quel impôt. Parce que c'est rien que la semaine dernière que la Direction nationale des impôts a envoyé les ordres de mission pour que je puisse commencer à recouvrir la patente qui est un impôt 100% communal. C'est un impôt qui m'appartient. Mais pour aller prendre aux contribuables, il faut que la Direction nationale des impôts m'envoie des cadres pour dire, monsieur le maire, vous pouvez aller. Alors que moi, j'ai mis un budget en fonction de cette patente. Mais si ils commencent à recenser maintenant, ils vont recouvrir au mois d'octobre. L'argent va commencer à rentrer au mois de novembre. Ça veut dire que l'annualité budgétaire ne va pas être respectée. Et à partir de décembre, ils vont dire, monsieur le maire, les restes à recouvrir là vont s'accumuler et ça ne va jamais venir dans le caisse. Monsieur le maire, je me souviens à l'époque, on parlait de AFICOM. Et quelle est la place de l'Agence pour le financement des communes dans tout ça? Oui, mais il faut savoir qu'il y a une plaie quand même qui a été faite au niveau des collectivités de Conakry, en nous éliminant de l'ANAFIC, qui est l'agence par excellence de financement des collectivités locales. Ils ont dit, l'ancien président a décidé que nous, les communes de Conakry, nous n'allons pas bénéficier de ce excellent outil de financement. Et ça a fait que toutes les autres communes de la Guinée ont eu des réalisations, sauf les communes de Conakry. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que c'était une décision présidentielle. Le président a décidé que les communes de Conakry ne vont pas partir de l'ANAFIC. Au moment de se rendre compte qu'ils nous ont fait du tort, ils ont mis en place l'AFICOM, l'agence de financement des collectivités de Conakry, avec le fonds comme le fonds de développement des communes de Conakry, qui à l'époque avait un budget de 300 milliards. Les 300 milliards là ont été répartis au niveau des 5 communes et le gouvernorat. Le gouvernorat a eu 55% de budget et les communes ont eu quelque chose de 45%. Nous, en Matam, sur les 300 milliards, on nous a doté une enveloppe de 6 milliards. Les 6 milliards là, on les a partagés pour des projets. À Matam, on a retenu 4 projets. Le projet de rénovation de dispensaire de Madina, le projet de rénovation de 2 écoles primaires, l'école primaire de Matam Lido et l'école primaire de Matam Centre, et le projet de rénovation des cimetières de la Carrière.
les DAO ont été faits, les appels d'offres ont été lancés, les entreprises ont été relancées, et puis les comptes ont été gelés, et jusqu'à présent, même les 5 milliards là n'ont pas pu être débloqués pour que les entreprises qui ont été recrutées pour faire ces travaux-là puissent être faits. Donc c'est le statu quo. Jusqu'à présent, nous avons bénéficié aucun franc depuis notre installation dans le cadre de financement. Dernière question, Mafoudia. Moi, je veux savoir un peu comment vous vous organisez en attendant ces moyens, parce que quand même, Matam, avec l'insalubrité, il y a quelque chose que j'ai constaté hier, j'étais là-bas. Par exemple, la devanture de la commune qui est aujourd'hui totalement occupée. Monsieur le maire, je veux comprendre la présence de ces boutiques, parce que normalement, c'est un bâtiment, c'était libre avant. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que là, je veux parler un peu d'organisation, d'esthétique de la commune. On dirait que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à la devanture de la commune, nous avons hérité un projet où l'ancienne maire a donné cette partie à bail à un opérateur privé. La personne a investi 1,750 milliard sur cette place. Pour les boutiques avec les débits et tout. Nous, on était dans un dealer. Il faut rembourser l'investissement qui a été fait parce qu'il y a un contrat. La commune est une collectivité. Si l'ancienne délégation spéciale a donné du contrat, nous ne pouvons pas venir annuler tout ça là. Il fallait quand même faire en sorte. Soit il fallait faire un arbitrage, rembourser la dame et récupérer les bâtiments ou la laisser gérer et qu'il nous paie les taxes. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas parvenus à un accord entre la rembourser, parce qu'on n'a pas les moyens de la rembourser de 1,7 milliard. Notre budget fait 1,8 milliard. Comment avec un budget de 1,8 milliard, vous pouvez rembourser 1,7 milliard. Dans tel bâtiment, est-ce que c'est encore négociable avec quelqu'un? Parce que c'est de l'illégalité, on leur a donné. Mais si la commune a donné un contrat à cette personne, comment on fait? Monsieur le maire, la question de l'insalubrité, comment vous arrivez à gérer pour terminer, heureusement qu'aujourd'hui que les choses commencent à rentrer dans l'ordre, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que selon le dernier code des collectivités locales, ce sont les communes qui devraient assurer le maître d'ouvrage des infrastructures en matière d'environnement, y compris l'assainissement. Mais en Guinée, qu'est-ce qui s'est fait? L'État a créé l'Agence nationale de salubrité publique qui a pour mission de gérer le maître d'ouvrage des infrastructures en lieu et place des communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 46 camions que vous avez vus autrefois dans la cour du palais du peuple, avec les bennes, ces communes, selon la loi, doivent être donnés aux collectivités pour que les collectivités prennent en charge leur propre programme d'assainissement local. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces communes, ces camions devraient être donnés à la société turque Al-Baraik, qui a eu le contrat de balayage des rues de la ville de Conakry, et les bennes de compostage à la société Piscini, qui a eu le contrat de la décharge de la ville de Conakry. Mais le gouvernement du CNRD a vite rectifié cette erreur qui a été faite au détriment de nos collectivités. Les camions vont prochainement être donnés à madame la gouverneure de la ville de Conakry, qui certainement en collaboration avec les maires des 5 communes vont les répartir pour que nous puissions prendre enfin en charge la question d'assainissement de nos collectivités. Ismaël Condé, maire de Matam, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Bien, alors nous partons avec ce drame survenu du côté de Sanoya, où un père de famille a été décimé avec tous ses enfants. On va suivre ces éléments à la télé et revenir dans un instant. Moi, j'étais couché à la maison, il m'a appelé qu'il y avait un coup de circuit chez nous. Mais l'intéressé ne m'a pas dit s'il y a eu des morts. Je suis venu voir la grande famille. À mon fort étonnement, je viens voir, mon papa est mort, ma marate est morte, plus mes 2 petites sœurs qui sont mortes aussi. Vous voyez, non? Et je me remets à Dieu. Je ne peux rien. Je remets à Dieu. Et je demande à l'autorité de venir m'aider pour que je puisse enterrer mon papa. Je vais l'envoyer au village. Je ne veux pas parler, je ne veux pas. Qui était couché ici. Lui,
Il est venu, quand il s'est réveillé, il a pris maintenant les bruits dans les maisons, mais il ne sait pas comment il va sortir. Quand il est venu ici, il a trouvé le portail là, ça a pris le courage, il y avait même les fils. Ouais. Donc quand il a touché, le courage l'a tapé, il est tombé. C'est le vieux Mounda qui a donné sa fille à Joseph qui est... Allô. Oh, ce matin, vers les 4h50, 5h, on a été alerté par un motard qui nous a informé qu'il y a un incendie à Sanoya Textile, précisément secteur Sampilia. L'équipe s'est mobilisée, s'est rendue sur le lieu et moi aussi, je les ai suivis. Arrivé sur le lieu, effectivement, on a trouvé l'incendie. Le bâtiment était déjà embrasé et on a pu éteindre le feu. J'ai appelé même des renforts, on a pu éteindre le feu. Mais malheureusement, il y avait des personnes dedans qui avaient déjà rendu l'âme. C'est-à-dire le père de famille, qui est un commandant à la retraite, et sa femme et ses 2 enfants. Famille avec ses enfants décimés par cet incendie du côté de Sanoya. C'est notre reporter Bernard Koundouno qui était sur le terrain et c'est comme cela d'ailleurs qu'on arrive au terme de l'émission Les Grandes Gueules de ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Amadou Sow qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Merci à toute l'équipe, à Steve Le Guinéen, Camara, Noël Mounemou. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.